Bonjour Mickaël, comment vas-tu? Bien et toi? Eh bien nickel, hein, ça bosse, ça bosse. Alors on va attaquer suite au dernier coaching sur la pige. On va se faire aujourd'hui 1 heure sur le rendez-vous vendeur. Mais est-ce que tu pourrais au préalable te présenter aux éditeurs du groupe, s'il te plaît, à la team? Ouais, je suis Mickaël, je suis agent immobilier sur Bruxelles. Mhm. J'ai commencé il y a quelques mois et je viens pour avoir des bons conseils. Super. Tu m'as sollicité donc sur le groupe Facebook Les Tutos Expertimo pour le rendez-vous vendeur. C'est vrai que le rendez-vous vendeur, c'est une étape cruciale puisque j'ai envie de dire, tout se joue lors du rendez-vous vendeur. Moi, j'ai l'impression depuis les années où je fais de la transaction qu'en fait la vente se gagne quasiment le jour du rendez-vous vendeur parce que la clé un petit peu du succès, c'est le vendeur. En réalité, qui est le client? Qui signe un mandat? Qui confie son bien? Qui c'est qui reste si l'acheteur disparaît ou n'a pas son prêt? Avec ses yeux pour pleurer. C'est le vendeur. Donc c'est évidemment le vendeur qu'on doit chouchouter avant tout. Moi, je suis de ceux qui pensent que le vendeur est le véritable client. L'acheteur sera client, certes, mais quand il aura signé un compromis de vente, avant, c'est un prospect qu'il faudra bien sûr coucouner aussi. Mais là, on n'en est pas là. Là, on en est d'abord à la base, on en est au rendez-vous vendeur. Alors, c'est vrai que j'ai mis au point, enfin, j'ai rien inventé, mais je me suis approprié une méthodologie en 15 étapes, très structurée, puisque bon, c'est vrai qu'on a déjà fait un coaching sur la pige ensemble. Tu as compris lors de ce coaching l'importance d'avoir une forme de cadre et une forme de contrôle. Voilà. Ça fait plus professionnel, tu arrives mieux à tes fins, tu peux finalement bien le cadrer et un vendeur, il aura beaucoup plus confiance à quelqu'un de professionnel plutôt que quelqu'un qui improvise, en fait. Donc, le rendez-vous, ça va dans la continuité finalement de ce cadre. En l'occurrence, si tu arrives après une pige, où ça va être effectivement la continuité de ce cadre un petit peu, voilà, pas autoritaire, mais un peu dominant finalement, un peu de contrôle où tu dois vraiment, entre guillemets, mener la danse. Du coup, toi, aujourd'hui, un rendez-vous vendeur, comment ça se passe? Combien de temps ça dure? Est-ce que tu as une idée de combien de mandats tu as suite au rendez-vous vendeur? Comment ça se passe un petit peu à présent? Personnellement, pour l'instant, je les ai fait au feeling. J'ai aucune Ouais. méthodologie, à part Mhm. me dire que j'allais me poser d'abord avec le client, enfin le Mhm. vendeur, parler un peu de son projet, ensuite voir l'appartement. Ouais. Et j'ai pas vraiment de méthode de closing, c'est vraiment au feeling. Si je le sens, je le sens. Si je le sens pas, ben, Mhm. je pars. D'accord. Ouais, c'est vraiment ressenti. Ce qui est important d'ailleurs, puisqu'on a des métiers de relationnel et d'humain avant tout, en fait, hein. Ouais, ouais, ouais. Ouais, 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 ouais. Alors, le rendez-vous vendeur, on va voir ensemble 15 étapes et demie, on va dire, puisque entre le moment où tu as eu le vendeur suite à une pige, par exemple, ou un appel entrant, hein, peu importe, et le moment où tu vas avoir ton rendez-vous, il y a une étape, en fait. Et on va dire, la première étape, c'est la préparation. Un rendez-vous vendeur, si tu veux optimiser les chances de réussite, donc la réussite, c'est le mandat en fait. Tu te rappelles, je t'ai parlé de tunnel quand on avait fait la pige. Je Oui, t'avais dit, le début du tunnel, c'est l'appel. La fin du tunnel, c'est quand tu raccroches. Et le vendeur, il a plein de portes et il va essayer de les emprunter. Le rendez-vous vendeur, c'est un peu pareil. Le tunnel, le début du tunnel, c'est quand tu arrives, et la fin du tunnel, c'est quand tu pars. Et à la fin du tunnel, il faut que tu partes avec le mandat. Parce que si tu pars sans mandat, ça veut dire que il a emprunté une porte ou qu'il y a eu une objection que tu n'as pas finalement traitée. Ça peut arriver. Donc, un rendez-vous vendeur se prépare. Est-ce que toi, tu prépares tes rendez-vous vendeurs? Qu'est-ce que tu fais en amont du rendez-vous vendeur pour essayer d'optimiser tes chances lors de ce rendez-vous? j'essaie de savoir qui ils sont, si j'arrive à trouver des infos. Très Et bien. je regarde aussi le bien, je regarde un peu ce qu'il y a dans les alentours pour savoir un peu si on est au prix ou pas. Très J'ai bien. pas encore une grande maîtrise pour pouvoir expertiser à 100%, enfin, estimer, Mhm. évaluer un bien. D'accord? Ça, je fais après. D'accord. Oui, donc, ah oui, parce que, effectivement, tu as le R1 et le R2, comme on va le voir après. Donc, toi, tu fais plutôt des R2, si j'ai bien compris. Non, pour l'instant, j'ai tout signé oui, en R2 au final, ouais. D'accord. Ça marche. Alors, effectivement, ça, c'est très bien ce que tu fais. Tu fais une préparation, parce que dans le commerce, il y a un dicton qui dit que mieux tu en sauras sur ton prospect, ben, plus tu, entre guillemets, tu as de chance
d'arriver à tes fins et de trouver des points communs, notamment. Donc, effectivement, un mandat se prépare en amont. Donc, les premières choses à faire, effectivement, ça va être de taper son nom dans Google ou dans Facebook pour essayer d'en savoir plus sur ton prospect, dans le but d'avoir beaucoup d'informations sur sa personne et dans l'idéal d'avoir des points communs, des points concomitants, tu vois, qui vont tout simplement te permettre de gagner sa confiance plus vite. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être des passions communes, ça peut être du sport, ça peut être des voyages, ça peut être ce que tu veux, mais en tout cas, quelque chose, un atome crochu. Ensuite, ça va te permettre donc évidemment de glaner des informations sur ton prospect. Il y a une préparation matérielle également. Ça nous est tous arrivé, hein. Moi, le premier, d'arriver chez le vendeur, oh, ma sacoche. Et là, tu te retrouves avec rien. Donc, effectivement, on essaye de préparer son matériel, donc tout ce qui va être mandat, panneau s'il y a besoin, évidemment tout ce qui est papeterie, télémètre, voilà. Un truc bête, ça arrive aussi, ça peut arriver. Tu t'aperçois lors de ton rendez-vous vendeur que ton télémètre n'avait plus de pile, en plein milieu, il te lâche. Ça arrive plus souvent qu'on ne le croit. T'arrives chez ton vendeur, t'as pas de pile. Et donc, finalement, t'as un télémètre qui te sert à rien. C'est des trucs bêtes. Mais quand t'arrives en pleine visite et que finalement, enfin, en plein rendez-vous et que tu peux pas mesurer et que t'as pas de plan, que t'as rien, bah, ça fait pas super pro, quoi. Donc, Euh, on pense vraiment à tout ce qu'on peut avoir besoin comme matériel et la liste peut être grande en fonction des besoins. Aujourd'hui, on va avoir une méthodologie en 15 étapes et demie. Donc, tu peux au préalable te faire une petite préparation mentale si tu es un peu stressé, mais toi, si tu n'es pas trop sujet au stress, tu peux te remémorer un petit peu la structure qu'on va voir aujourd'hui, les différentes étapes, comment tu vas aborder ton prospect, ta présentation, tu vas te faire un petit schéma qui vont te permettre d'essayer d'anticiper les objections que tu risques d'avoir. Parce que si tu fais Parfait. un rendez-vous suite à la pige, tu auras beaucoup plus de chances d'avoir des objections qu'un rendez-vous, un appel entrant suite à une recommandation, par exemple. Mais tu en as aussi, hein. Tu en as, même avec un appel entrant suite à une recommandation, tu peux quand même avoir des surprises. Donc, du coup, tu es chez le vendeur. Bon, tu es chez le vendeur. On est dans une optique de rentrée de mandat, là, par contre. On n'est plus dans une optique de rendez-vous, on n'est pas là pour enfiler des paires, hein. On est là dans une optique de mandat. Dans la plupart des cas, là, aujourd'hui, le coaching, c'est la rentrée de mandat parce que on peut te solliciter pour un avis de valeur, mais les prospects ne sont pas vendeurs, du moins pour le moment. Donc ça, on ne parle pas de ça aujourd'hui, on ne parle pas de l'avis de valeur, on parle de la rentrée de mandat. Là, tu es là pour rentrer un mandat. Le client t'a appelé, il est vendeur. Ou tu appelles, c'est une piche, il est vendeur. C'est pas, je suis vendeur dans un an. Là, tu es là pour rentrer du mandat. Donc, la première étape, ben, ça va être l'accueil. Donc, tu vas arriver chez ton prospect. Bon, inutile de te dire qu'il faut arriver à l'heure, bien sûr. La première étape, ça va être l'accueil. Donc, le prospect va ouvrir la porte, évidemment. Tu fais quoi là, toi, en règle générale? Ouais, je me présente au parlophone, je rentre, je me présente, je salue. Ouais, oui, c'est vrai que tu as aussi les copropriétés où tu vas avoir un interphone en bas, ouais. Ouais. Il y a beaucoup ça à Bruxelles. Hmm. Alors, évidemment, tu te présentes, bien entendu. Alors, si tu as l'interphone, donc il t'attend, donc il t'ouvrira. Et si, du coup, tu es sur une porte, moi, ce que je t'invite à faire, ça paraît bête, hein, c'est des détails, mais si tu es devant une porte, ça va pas être de te mettre à 2 centimètres de la porte. Parce que quand la personne va ouvrir, elle va un peu faire ça, tu sais. Et inconsciemment, on est encore dans l'inconscient, ça engage mal le rendez-vous. Donc, ce que je t'encourage à faire, c'est de sonner, de faire un pas de retrait. Tu vois. Comme ça, la personne, elle se sent pas fixée tout de suite. Tu vois ce que je veux dire? Surtout après une pige. Ou elle te reçoit parce que tu as arraché le rendez-vous. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on fait un pas de retrait où effectivement, on se présente, on rappelle l'heure du rendez-vous. C'était bien 14 heures pour souligner ta ponctualité et tu rentres. Ça dure vraiment 20 secondes. Ça dure même pas, ça dure 5 secondes. Donc, ouais, Mais tu connais le dicton. Tu connais la règle des 4 fois 20. Les 4 fois 20 secondes. On dit souvent aussi qu'une visite ou qu'un mandat se joue les 20 premières secondes, hein. On n'a pas 2 fois la chance de faire bonne impression. Donc, les 20 premières secondes, il faut que tu considères que c'est quasiment les plus importantes. Parce que si tu amorces mal le rendez-vous,
Il y aura tout, tu auras beau dire ce que tu veux, il y aura un truc qui clochera dans sa tête, un truc négatif. Ou alors tu vas ramer pour vraiment ramer, quoi. Ou tu risques d'être confronté à plus d'objections. Donc, concentre-toi vraiment sur les 20 premières secondes quand tu arrives. 20 premiers mots, 20 premiers gestes, 20 premiers pas. Et il y en a un autre. J'arrive à 80 et j'en oublie un. Mince, j'ai un trou. Pas. Je ne savais pas. Bon, il faudra taper, il faudra. Attends, je regarde vite fait si je regarde dans Google. J'ai un trou là, je suis un peu fatigué là en ce moment. Alors, il fait pas beau chez moi, c'est pour ça. Je suis pas réveillé. Donc, tu n'as dit pas mot, geste. Ouais, attends, je te. Ah, je crois que c'est justement, je crois que c'est les 20 premiers centimètres. Alors, les 20 premières secondes, 20 premiers gestes, 20 premiers mots, 20 premiers, voilà, c'est ça, 20 premiers centimètres. Tu vois. Voilà. Les 20 secondes, 20 mots, 20 gestes, 20 pas. La façon de marcher aussi. Et 20, on va dire la distance sociale. La personne ne te connaît pas, ne te fait pas confiance, elle a besoin d'avoir sa distanciation sociale, d'où ce que je te disais tout à l'heure, le fait de faire un pas de retrait. Voilà. De se mettre un petit peu en retrait, le temps que nos signaux, on va dire, ancestraux se mettent en route dans la tête. On est dans l'inconscient. Hein. On n'a pas conscience de nombre de choses qui se font dans l'inconscient, en réalité. Alors voilà, on va dire que ça a duré 20 secondes. Ensuite, deuxième étape, l'adaptation. Là, on va dire que c'est la continuité des 20 premières secondes. Ça ne va pas durer longtemps non plus, ça va durer peut-être 1 minute. Je ne sais pas si toi, tu l'as ressenti des fois quand tu arrives en rendez-vous vendeur, tu arrives, bonjour Nainana, tu rentres, et là, il y a un blanc. Qu'est-ce qu'on fait? Par où on commence? On se visiter, on ne sait pas trop ce qu'on fait en fait, pendant quelques secondes. Tu vois, c'est ce que j'appelle un petit peu là, le moment de flottaison, l'adaptation. Et c'est à ce moment-là qu'il faut prendre l'ascendance sur le rendez-vous en fait. D'accord? Tu peux faire une petite blague en arrivant pour détendre l'atmosphère, ça passe bien souvent quand ils sont tendus. Ça peut arriver parfois, alors avec parcimonie en fonction des projets, hein, bien sûr. À toi de voir après comment tu gères cette période d'adaptation. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est à ce moment-là qu'il faut prendre l'ascendance sur le rendez-vous, qu'il faut prendre le contrôle. Parce qu'après, si c'est le prospect qui prend le contrôle à ce moment-là, tu augmentes tes chances finalement de subir le rendez-vous. Et c'est pas le but. Donc, il va pas falloir te mettre et c'est à ce moment-là aussi que beaucoup de prospects se mettent en position de subordination, en fait. Et c'est le vendeur qui gère le rendez-vous. Et c'est comme ça que tu te retrouves finalement à faire un rendez-vous qui va durer 4 heures alors qu'il y avait besoin d'1 heure et demie ou 2 heures, ou finalement que ce soit le prospect qui mène la danse et que tu repartes sans mandat. Il pleut chez toi là. J'ai l'impression qu'il y a de la pluie derrière. Non, la pluie est de l'autre côté. Parce que ça scintille sur la fenêtre derrière, c'est bizarre. Je pense que c'est la lumière. Ah, d'accord. Comme quoi, il n'y a pas que dans le 17 où il pleut. À Bruxelles, il pleut souvent. Donc, l'adaptation, c'est une notion très importante. C'est à ce moment-là qu'on prend l'ascendance sur le rendez-vous et c'est à ce moment-là que tu vas te rappeler que tu as des points communs avec ton prospect ou, à défaut, que tu vas chercher en quelques secondes dans la pièce dans laquelle tu te trouves si tu as des points communs, si tu as des similitudes avec ton prospect. Je sais pas, moi, tu arrives, tu vois un banc de muscu, par exemple. Même si c'est pas vrai, tu t'en fous. Le principal, c'est faut trouver quelque chose pour gagner la confiance du prospect à ce moment-là. Enfin, pour gagner, pour anticiper. Ça peut être une photo de voyage, ça peut être un banc de muscu, ça peut être tout ce que tu veux, un atome crochu, ça peut être une coupe. Des fois, moi, j'en voyais ils étalaient leur coupe et leur médaille. Ah, tiens, on fait du sport, on fait de quoi? Oh, c'est des coupes de foot. Ah, bah, tiens, on fait du foot, tout ça. Tu crées de la sympathie, en fait. Voilà. C'est hyper important. Et c'est en créant de la sympathie et finalement, à ce moment-là, en te synchronisant avec ton prospect sur des similitudes, que tu vas commencer, je dis bien, à gagner sa confiance et à prendre l'ascendance. D'accord? C'est l'adaptation. Ça dure pareil, hein. Ça dure 45 secondes. Ça dure 45 secondes. Et c'est à ce moment-là aussi que tu vas, donc, comme je le répète, prendre le dessus et que tu vas tout simplement proposer de t'asseoir avec ton prospect. Voilà. Parce qu'il y en a plein aussi qui vont dire, bon, on commence en visite. Alors que tu arrives, tu as ton manteau, tu as les chaussures
rempli de pluie, tu as ta sacoche, tu n'as pas ton matériel, tu n'es pas encore prêt pour aller visiter. Alors, je sais qu'il y en a qui le font, mais moi, je ne suis pas fan. Tu n'as pas vraiment les éléments pour. Et puis, encore une fois, c'est lui inconsciemment qui prend le contrôle. Donc, moi, c'est pas à ce moment-là que je visite le mien. En revanche, s'il me dit, bon, on visite, je suis bien sûr qu'on va visiter, je suis là pour ça. C'est une très bonne idée. En revanche, est-ce que je peux poser mes affaires avant et attraper mon matériel? Tu vois? Et tu l'amorces comme ça il faut que vous puissiez vous poser un instant. Donc, vous allez vous asseoir. Si c'est possible, si tu arrives sur un bien vide, bah, vous restez debout. Mais la méthodologie reste la même. Donc, tu vas tranquillement attraper ton matériel. Et c'est à ce moment-là, alors, en fonction des projets, c'est toujours pareil. Tu as une structure, ça va toujours, évidemment, on est des êtres humains, donc ces 2 plus 2 ne font pas 4 avec l'être humain. On est un paquet d'irrationalité. Donc, il faut toujours s'adapter. Donc, c'est à ce moment-là que tu vas soit, finalement, continuer de parler avec ton prospect des points communs et après te présenter, ou soit tu enchaînes sur ta présentation. À toi de voir comment tu sens ton prospect en fonction du projet. Moi, j'aime bien, effectivement, sur des projets qui sont pas tendus, continuer de parler des points communs pour continuer, voilà, finalement, à créer de la sympathie avec ton prospect. Et après, tu te présentes. Voilà, tu rappelles pourquoi tu es là, tu te présentes, tu présentes toi, surtout en tant que personne, hein, tu présentes éventuellement ton agence ou ton réseau, éventuellement aussi. Enfin, c'est même pas éventuellement, tu le présentes également, mais ça dure 20 secondes. Parce que le prospect, il s'en fout, il veut travailler la plupart du temps avec une personne et pas une marque. Donc, tu te présentes. C'est Michael, je travaille pour tel réseau, j'ai choisi ce réseau pour ça. Ok, ça fait X temps que je fais de l'immobilier, je suis passionné. Enfin, tu te fais une présentation, mais une présentation qui va durer 2 minutes. Il n'y a pas besoin, il s'en fout presque. Tu dois te présenter, c'est important. Mais il veut pas que tu te présentes pendant un quart d'heure. Ça l'intéresse pas. Faut que tu partes du principe que pendant un rendez-vous vendeur, tu vas écouter au moins 80% du temps. C'est en écoutant qu'on gagne la confiance du prospect. Et c'est pas en parlant. Toi, tu dois parler finalement à des moments clés. Donc là, c'est un moment clé parce que tu dois quand même te présenter. Et une fois que tu t'es présenté, tu vas enchaîner sur le projet, en fait, du vendeur. Donc, moi, j'aime bien, encore une fois, alors là, ça peut durer entre 5 minutes et un quart d'heure. Alors, avant la présentation ou après, à toi de voir, en fonction du projet. Mais en tout cas, dans cette phase où vous êtes posé, parlez de tout et de rien. Parler de tout et de rien, pas parler d'immobilier, pas parler de son projet vraiment dans l'eau dure, détendre l'atmosphère avec les passions et les points communs que vous avez et d'autres choses éventuellement. Pourquoi vous avez emménagé ici, pourquoi il fait bon vivre ici, voilà, parce que tu vas voir qu'ils vont vite parler et puis tu te serviras de ce qu'ils disent pour rebondir. En fait. Mais en tout cas, tu vas parler un petit peu de tout et de rien pour les faire parler, pour créer la sympathie, pour finalement continuer à trouver des atomes crochus. C'est une période en fait où tu te synchronises avec ton prospect. Et tu te synchronises verbalement, mais aussi gestuellement. C'est-à-dire que si ton prospect, en fonction de comment il se tient, tu vas essayer de te synchroniser et inconsciemment. Après, ça renvoie à des notions de PNL. Tu te synchronises avec ton prospect, tu augmentes tes chances, pareil, qu'il ait confiance en toi, en fait. Donc, tu te synchronises avec ton prospect sur un maximum d'éléments. Et après, tu vas quand même, une fois que tu es parti sur du large, le ramener quand même sur son projet. Au bout de, en fonction de s'il est bavard ou pas, tu vas te synchroniser pendant un quart d'heure peut-être. Ça passe vite un quart d'heure. Hein. Et là, tu le remets dans le sujet. Ok, ah bah, c'est très bien. Donc, vous avez aménagé ici et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous envisagez la vente de votre bien? Tu peux l'enchaîner comme ça. Et là, tu le remets vraiment sur son projet. Il faut vous poser. Là, c'est un moment important aussi parce que tu poses beaucoup de questions. En fait, tu poses beaucoup de questions, mais pas vraiment sur le bien. C'est pas à ce moment-là qu'on parle du bien et de la technique. Là, on parle de lui et on parle de son projet. Là, il doit tout te raconter sur sa vie presque. Voilà. Pourquoi il vend, depuis quand il est là, où est-ce qu'il va aller, les difficultés qu'il a pu rencontrer. Tu parles vraiment de son expérience et de lui en tant que personne, mais pas vraiment du bien. Parce qu'encore une fois, les gens adorent parler d'eux, et c'est à ce moment-là que tu prends des notes
et que tu cherches à comprendre pourquoi ils vendent, parce que ce quart d'heure-là, en fait, il va te servir pour plein de choses. Parce que plus tu en sauras sur son projet, plus après tu argumenteras sur ce qu'il t'a dit et sur son projet pour passer après tes mandats, pour négocier une baisse de prix s'il faut, pour fixer le prix en fonction de son projet. Le secret, en fait, c'est le projet, le degré d'urgence du projet. Si le vendeur, il te dit, ouais, on veut vendre parce qu'on veut tenter un coup, on n'a pas de projet, on s'en fout, on n'a pas de contraintes, il faut qu'il te parle de ses problématiques pour que tu puisses y répondre. S'il te dit déjà qu'il est vendeur, mais que c'est parce qu'il veut tenter une opportunité et que s'il ne vend pas, ben, il met en location, bon, tu sais que ça démarre pas sur un projet super intéressant. Parce que très souvent, c'est des projets qui vont être chers. Donc, bon. Et puis après, c'est compliqué parce qu'il n'y a pas vraiment de problématique. Et puis, finalement, ils sont presque pas vendeurs. Presque. Par contre, si tu en as un qui te dit qu'il est muté dans 2 mois et qu'il doit vendre, là, c'est super intéressant parce que là, il y a une vraie problématique. Donc ça, c'est très intéressant à ce moment-là. Il faut comprendre pourquoi il vend et tu vas voir que après, tu vas baser quasiment tout ton travail sur ce projet-là en réalité. Alors ça dure voilà, un quart d'heure, 20 minutes, tout compris, quoi. Donc là, tu vois, tu es resté un quart d'heure, 20 minutes à table. Une fois que tu sais tout sur ton prospect, tu vois, tu peux te fixer comme si tu faisais un tableau, que tu sais tout sur ton prospect, avant, pendant et après, tu vois. Tu vas pouvoir attaquer sur la visite. C'est à partir de ce moment-là que tu vas visiter le bien. Parce que là, normalement, si ça se passe bien, tu as quand même bien amorcé les choses et ton prospect, finalement, grâce à la sympathie que tu as créée aux atomes crochus et au fait que tu l'as laissé beaucoup parler, tu commences à lui plaire, normalement, en règle générale. Donc maintenant, faut visiter le bien. Donc, allez, faites-moi visiter votre bien. J'ai hâte, vendez-moi votre bien. Faites-moi comme si j'étais un acheteur. Tu vois, tu peux utiliser l'humour, c'est souvent apprécié également. Et là, effectivement, tu vas visiter le bien, tu vas mesurer, tu vas le faire participer, tu vas poser toutes les questions sur le bien. Là, vraiment, c'est l'aspect technique, donc intérieur, extérieur, toiture. Enfin, là tu vois tout ce qu'il y a à voir sur le bien. Absolument tout. Voilà, pièce par pièce. Et moi, ce que je faisais, pièce par pièce, je donnais mon avis, on va dire, sur sur le ressenti potentiel des acheteurs. Ça veut dire que si le bien était crado, par exemple, si ça puait, ou s'il y avait des améliorations, des travaux, du rafraîchissement principalement, j'étais franc. Hein. Moi, je prenais pas de pincettes. Enfin, j'étais franc. J'étais ferme, mais courtois, quoi. Tu vois, je lui disais pas que son bien, c'était de la merde, tu vois. Je donnais toujours les pistes d'amélioration, pièce par pièce. Parce que le prospect, il va sentir comme ça que tu es là pour l'aider, en fait. Donc, ça, c'est la visite. Et en fonction du bien, la visite, elle peut durer 20 minutes comme 3 quarts d'heure. Hein. Ça, après, bon, si tu es sur un appart de 70 mètres carrés en copropriété, ça va pas durer 1 heure l'histoire. Hein. Ça va durer un quart d'heure la visite. Hein. Surtout si c'est une résidence récente. Vraiment, ça va être rapide. Après, il faut voir s'il y a des parkings, des caves, des sous-sols, des choses comme ça. Mais ça va vite en copro, généralement, quand même. Voir un peu les parties communes. Ça, c'est la visite. Et là, tu notes tout, ce qui a marqué. Ensuite, la partie qui suit, c'est que tu vas retourner à ton point de chute. C'est-à-dire, là, il y a toutes les affaires. Voilà. Vous avez visité le bien. Donc, forcément, vous revenez à table. Et c'est à ce moment-là que tu vas prendre les dernières infos qui te manquent. Tu vas demander le type de propriété. Là, c'est à ce moment-là que tu vas glaner toutes les dernières informations sur le bien qui te manque. Ça va principalement être les informations juridiques, le type de propriété, les informations techniques, les diagnostics. Voilà. Tout ce qui tourne à l'administratif du bien, en fait. Pourquoi on ne le fait pas avant ? Surtout notamment avec le titre de propriété. Tout simplement parce que il y en a, tu vas arriver, ils vont te faire
voilà le dossier de la maison, on fait quoi? Parfait. Ben merci. Et tu reprends ton rendez-vous, on le pose sur la table et on enchaîne le rendez-vous. Tu l'auras pour maintenant là. Mais je te conseille pas de regarder quand tu arrives. Merci, tu le poses et tu reviens sur le rendez-vous. Parce que c'est pareil, tu vas commencer à regarder, après tu vas repartir, tu vas. Alors après, avec l'expérience, vraiment, tu le fais. Moi, je le faisais parfois. J'ai tellement fait de rendez-vous vendeurs que je retombais toujours sur mes pattes. Mais je veux dire, au départ, tu as un cadre et il faut garder ce cadre pour pouvoir justement ne pas partir un peu dans tous les sens, en fait. Et le fait d'avoir un cadre aussi, c'est que tu oublieras moins de choses. Parce qu'il y a une multitude de choses à oublier dans un rendez-vous vendeur. Il y a beaucoup de choses. En fonction des projets, ça va très loin, quoi. Mais à ce moment-là, en tout cas, une fois que tu as toutes les informations sur le bien et que tu as visité le bien, tu vas pouvoir donner ton avis général, les pistes, les points à améliorer, les points forts, et tu vas après faire le point sur la partie technique, sur la partie juridique, la partie administrative, qui est vendeur. Ah tiens, il y a monsieur, madame là sur le titre, et là tu vois, il y a que monsieur ou madame. Voilà. Il y a plein de choses à voir comme ça. Voir qui est propriétaire, voir s'il y a des servitudes, voir tout ce qu'il y a à voir sur le bien sur la partie juridique et administrative. Et ça, c'est type de propriété, diagnostic, document d'urbanisme. En copro, ça va être tout ce qui va être règlement de copro, état descriptif de division, le carnet d'entretien. Après, les PV d'assemblée générale, voilà, tout ce qui est lié à la copropriété. Et là, normalement, à l'issue de cette partie, tu as tout. Tu as tout ce que tu as à savoir sur le bien. Puisque tu as visité et tu as fait le point sur. Donc, normalement, tu ne peux rien oublier. Maintenant, c'est à ce moment-là que tu vas devoir décider si tu fais un R2 ou un R1 ou un R2. Parce que tu as tout. Donc là, maintenant, c'est à ce moment-là qu'il faut parler du prix. Tu vas constater qu'on n'a pour l'instant jamais parlé de prix et jamais parlé de mandat. Chaque chose en son temps. Parce que tu vas voir que quand tu auras fait la visite, ça va t'arriver que quand tu fais la visite, tu reviens à table tout de suite, tu n'es même pas assis. Alors combien? Tu vois ce que je veux dire? Oh, attendez, j'ai pas tout encore. euh... Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait un R1 ou est-ce qu'on fait un R2? Ça va dépendre de plusieurs choses. Personnellement, je suis un grand partisan du R1. Du R1. Mais il y a un aspect juridique aussi, il y a que le fait que tu n'auras pas forcément tous les indivisaires, il y a le fait que tu vas peut-être tomber sur un bien que tu n'auras pas l'habitude et que tu vas avoir besoin effectivement de prendre ton temps pour fixer le prix. Mais bon, moi je suis quand même un grand partisan du R1, je connais mon marché par cœur, donc j'ai que très rarement besoin de faire un R2. Donc la très grande majorité des cas, moi je suis pas là pour perdre mon temps avec des R2, je suis là pour boucler rapidement. De toute façon, les deux s'entendent. Parce que ceux qui sont fans des R2, ils vont te dire que tu n'as pas tous les éléments, que ça fait plus pro d'arriver avec des comparables, que ça fait voilà, c'est principalement ça l'argument. Bon, évidemment après l'aspect juridique, c'est que tu n'as pas tous les indivisaires. Mais rien ne t'empêche de faire un mandat électronique après d'ailleurs. Mais pour moi, les arguments du R1, c'est que déjà, tu perds pas de temps. Deux, s'il reçoit un confrère qui lui fait un R1, tu te retrouves avec un R2 et tu passes derrière finalement. Tu prends du retard sur ta concurrence. Surtout en ce moment où le marché est tendu, je suis pas convaincu que ce soit pertinent. C'est vraiment cas par cas, parce qu'après, si tu es sûr de passer une exclue, tu peux préparer un R2, mais normalement, s'ils sont ouverts sur une exclue, ils le feront en R1 aussi. Donc, bon, il n'y a pas. C'est vraiment cas par cas. Mais dans la grande majorité des cas, je conseille quand même le R1. Voilà. Qu'est-ce que ça en pense, toi? Pour l'instant, je les ai fait en R2. Mhm. Et par contre, R2, c'était juste pour aller signer, prendre les photos, etc. Une personne, ça n'a pas fonctionné, même en R2. La personne était vraiment indécise, elle était perdue, elle voulait réfléchir. Ouais, Et d'accord. Ouais, ça arrive. Hein. C'est très rare, mais ça arrive. On en parlera à la fin. D'accord. Donc toi, tu remets le prix en R2 et du coup, tu fais signer un R2, d'accord. C'est bien ça. Hein. en fait, je confirme soit le prix en R2, ou soit je dis que c'est trop cher. D'accord. Alors ça peut être une solution aussi, d'arriver avec des comparables.
En tout cas, à Bruxelles, beaucoup de propriétaires qui passent seuls surestiment vachement le bien. Ah oui, bah ça, c'est un fait. Je sais pas si chez vous aussi. Partout, t'inquiète pas. Ok, parfait. Alors, tu as la possibilité du R2, où tu vas arriver avec des comparables, papier, par exemple. Mais moi, je faisais regarder, monsieur le vendeur. On va sur le bon coin. Tac, tac, tac. Voilà. Moins cher. Bien comparable et moins cher. Tac, tac, tac. Tiens, oh, ben celui-là aussi. Voilà, 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 voilà les comparables. Bon, après, moi, voilà, ça, c'était ma façon de faire où moi, j'allais droit au but. Et ça, voilà, ça, généralement, ça concrétisait plutôt pas mal. Mais si tu es plus à l'aise avec le R2, c'est pas une mauvaise chose non plus. Il faut juste partir du principe que ben, on peut te squeezer le bien. S'il y a un confrère qui fait par exemple, s'il y a un confrère comme moi qui est fan du R1 et qui boucle souvent R1, tu peux te retrouver le bec dans l'eau avec finalement le vendeur qui t'appelle. Bah, désolé, on a fait une exclue avec un autre. Voilà. Je ne compte pas les fois où, où je l'ai fait faire ça. Parce que quand tu as un rendez-vous bien structuré avec une méthodologie, comme pour la pige, structurée, et qu'à la fin tu le closes, il a qu'une envie, le prospect, c'est de signer en réalité. Donc attention, voilà. Surtout quand le marché est tendu, bah, du coup, ça va plus vite. Donc, voilà. Mais encore une fois, je ne critique pas le R2, il est possible, mais faut partir du principe que surtout c'est le bien déjà à la vente par un pro ou par le PAP, il peut te passer sous le nez, quoi. Le temps que tu fasses ton avis de valeur et que tu reviennes, ça peut. Ça t'est déjà arrivé d'ailleurs ou pas? De faire un avis de valeur, oui. Après, la personne ne s'est toujours pas décidée Mhm. aujourd'hui. Et Elle de passait faire. via des coachs. Du coup, j'ai essayé de passer au-delà pour qu'elle passe par un agent et Mhm. elle a toujours pas pris sa décision. D'accord. Et de faire un R1 et de fixer un Mhm. R2 et que le vendeur vende entre les deux. Ça t'est déjà arrivé ou pas? Non, pas pour le moment. D'accord. Bon, bah, tant mieux. Je dis pas ça va, mais ça peut arriver. Moi, ça m'est déjà arrivé. Ok. Par contre, Bon. si on est au prix, je sais que c'est le prix, je vais essayer de signer au R1, Hmm. si je suis sûr de moi. D'accord. Alors là, c'est ça, le R2 peut te permettre d'arriver avec des arguments supplémentaires. Euh, Ça peut te permettre d'arriver avec des arguments supplémentaires et surtout du palpable, avec du factuel. Et encore une fois, en fonction du projet, c'est toujours pareil, on en revient au projet. Si son projet il est mûr et qu'il est vraiment vendeur, pourquoi pas? Mais si c'est un touriste, tu auras beau faire un R2, il te dira ah, bah oui, bah c'est bien. Mais je m'en fous, j'avoue, je pas mon prix. Mhm. Par contre, si tu as un projet, un vrai projet, que tu commences, c'est pour ça que quand tu argumentes sur le prix et que tu veux renégocier le prix, tu vas tout simplement négocier sur son projet, négocier là où ça fait mal. Et là, effectivement, tu vas négocier sur, bah, vous m'avez dit que vous étiez muté dans 2 mois, mais à ce prix-là, monsieur le vendeur, je suis désolé, mais votre projet est irréalisable dans 2 mois. Bah, le bien sera vacant du coup, parce que vous aurez partir. Est-ce que vous voulez avoir un bien vacant qui vous coûte de l'argent? Là, tu vois, tu négocies sur du factuel et sur quelque chose c'est sur sa problématique, en fait. Le secret est là, c'est que tu dois découvrir la vraie problématique du vendeur et appuyer sur sa problématique. Tu auras beau renégocier en lui disant ouais, monsieur le vendeur, il faut baisser, c'est pas les prix du marché. Oh, mais il s'en fout. C'est objectif, ça. Ça rentre d'une oreille, ça sort par l'autre. Par contre, tu lui dis, monsieur le vendeur, il faut baisser parce que dans 2 mois, votre mutation, vous l'oubliez, ou alors votre bien sera vacant, ça va vous coûter de l'argent parce que vous n'êtes pas au prix du marché, ça n'a rien à voir. Là, tu t'adresses sur quelque chose de subjectif, en fait. Donc, pour en venir vers un ou vers deux, les deux sont possibles. Après, c'est à toi de voir dans ta méthodologie. Les deux ont des avantages et des inconvénients. Après, à toi de faire la balance en fonction de ton marché, en fonction de qui tu as en face, euh, pour, euh, pour voir. Moi, ça m'arrive d'en faire aussi, mais j'en faisais uniquement si je n'avais pas tous les décisionnaires ou si vraiment j'avais un doute sur le prix. Sinon, je bouclais systématiquement. Ok. Alors, donc là, on va partir du principe que tu fais un R1. Donc là, il va falloir annoncer le prix. Et comment on fait alors? Comment tu fais toi pour annoncer le prix?
Pour l'instant, j'ai fait que, enfin, j'ai pas fait, les gens, les propriétaires avaient déjà placé un prix Ouais, et j'ai pas parlé de prix au R1 pour le moment. d'accord. Alors moi, ce que je faisais comme ça. Alors, monsieur le vendeur, combien pensez-vous qu'un acheteur va investir sur votre bien? Tu vois, c'est pas combien vous en voulez, c'est combien pensez-vous qu'un acheteur va acheter, en gros. Et comme ça, parce que c'est pareil, si tu arrives sur une pige, tu connais très bien le prix, puisque tu l'as vu. Euh, Là, tu lui demandes pas combien vous en voulez, parce qu'il va te dire, bah, vous l'avez vu sur l'annonce. Tu vas lui dire combien pensez-vous qu'un acheteur va investir. Tu inverses un petit peu la vapeur, et là, il va te dire, ouais, bon, on l'a affiché à X euros. Bon, on va partir du principe que, et après on fera le principe où tu n'es pas d'accord, mais on va partir du principe que tu es d'accord. Oui, ok, monsieur le vendeur, ça me semble, votre prix me semble cohérent avec ce qui se fait sur le secteur. Maintenant, il va falloir se vendre. C'est à ce moment-là qu'on va commencer à parler du mandat. Puisque tu es d'accord, tu sais tout ce qu'il y a à savoir sur le bien et tu sais tout, euh, et le prix, ça colle. Donc là, maintenant, il va falloir, du coup, basculer sur la partie mandat et sur la partie, on va dire, euh, engagement d'action. Et moi, j'enchaînais souvent. Alors, monsieur le vendeur, de toute façon, stratégiquement, pour qu'un bien se vende, il faut travailler sur plusieurs axes. Le prix, la valorisation, la visibilité. Le prix, c'est vous. Moi, mon avis n'est que consultatif. Par contre, la visibilité et la valorisation, ça, c'est 100% moi. C'est tous les outils dont je dispose pour vous démarquer de votre concurrence, puisque monsieur le vendeur, le professionnel de l'immobilier, aujourd'hui, est là surtout pour vous démarquer de votre concurrence, puisque si vous voulez vendre de vous-même, vous pouvez presque y arriver tout seul. Je ne lui fais pas croire non plus qu'il peut y arriver tout seul, mais tu fais presque y arriver tout seul. Euh, et après, tu peux effectivement, là, engager une conversation sur monsieur le vendeur, si vous me faites confiance, eh bien, là, après, c'est à toi de déballer ton argumentaire. Moi, je ne connais pas ton argumentaire, euh, mais en tout cas, je vais faire ça, je vais faire ci, on va publier sur ci, on va travailler sur la valorisation, voilà. Et après, tu enchaînes rapidement sur les mandats. Monsieur le vendeur, connaissez-vous les différentes options? Parce que là, maintenant, là, tu commences à rentrer dans le closing. Monsieur le vendeur, connaissez-vous les différentes options qui s'offrent à vous? C'est pas, tu lui dis, bah, j'en fais un mandat simple ou un mandat exclusif, c'est non. C'est monsieur le vendeur, connaissez-vous les différentes options qui s'offrent à vous? Non. Oui. Alors, vous allez d'abord. Moi, j'aime pas trop employer mon mandat. Moi, je préfère utiliser des mots comme l'autorisation. Alors, il y a l'autorisation simple, qui est aussi la moins efficace, hein, puisque bah, vous avez le droit de vendre par n'importe quel moyen que vous jugerez utile. Mais c'est aussi la foire, souvent, parce qu'il y a plusieurs professionnels. C'est pas super. Ça dégagera pas une bonne image de votre bien. Et vous avez le semi-exclusif, où là, on va écarter les autres agences. Les autres agences vont avoir le droit de commercialiser, et moi aussi, vous me faites confiance. Et enfin, le mandat exclusif, où là, vous me faites confiance à 100% et je suis le seul à pouvoir commercialiser le bien. Alors, moi, je te conseille de commencer par l'exclu, c'est-à-dire que quand c'est possible, systématiquement, tu te fixes l'objectif de faire une exclue. Quand le projet est réalisable, parce que si tu sais que c'est hors de prix, tout ça, évidemment, on ne fait jamais de mandat exclusif si on n'est pas au prix, parce que là, tu travailleras pour la concurrence. Parce que dans 3 mois, il va te virer et il va te prendre un confrère au prix que finalement tu lui avais dit. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'évidemment, il ne se remettra pas en cause, il ne dira pas que c'est sa faute, qu'il n'a pas écouté, il dira que c'est de ta faute. Donc c'est pour ça qu'on ne fait jamais d'exclus quand on n'est pas au prix. Mais je te conseille toujours de commencer par le mandat exclu, par le semi-exclu et par le mandat simple. Parce que si à la base, il ne voulait pas te confier de mandat, c'est-à-dire que toi, tu vas lui dire, voilà, les 3 options, c'est ça, ça, ça. Moi, dans votre projet, je vous conseille l'exclu parce que, voilà, vous n'avez pas beaucoup de temps, vous n'avez peut-être pas les notions juridiques, beaucoup d'acheteurs disparaissent entre le compromis et l'acte. Tu vas trouver plein d'arguments pour je vais faire ça, 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 je vais mettre une géolocalisation parce que je peux pas être court-circuité. Enfin, tu vas trouver plein d'arguments pour l'exclu. Donc, tu vas leur faire comprendre que finalement, ils en ont besoin, en fait. C'est limite lui qui va presque te la demander au bout d'un moment. Mais si ça ne fonctionne pas, ou si vraiment à la base, il n'était pas chaud pour faire un mandat, tu vas te rabattre donc sur la semi-exclue. Et enfin, si ça marche pas, sur l'exclu. Sur, pardon, le mandat simple. Pourquoi? Parce que, en fait,
on est un peu dans ce qu'on appelle la- comment dire, un peu tout ce qui est voilà, manipulation, technique du retrait et un peu de réciprocité. C'est-à-dire que, bon, ok, vous ne me faites pas confiance sur l'exclu. Du coup, ce que je vous propose, c'est le salat semi-exclu. Au moins, vous avez, si c'est vraiment ça qui vous embête, la possibilité, voilà, si vraiment tu as tout essayé, voilà. Comme ça, il a l'impression que tu lui fais une concession. Tu vois, c'est la technique du rejet-retrait, en fait. C'est-à-dire qu'il rejette l'exclu, et donc toi, tu te mets en retrait, mais par contre, tu lui passes la semi-exclue. Et vu qu'il aura l'impression que tu fais une concession, déjà en négociation, il aura l'impression un petit peu de gagner, et ça sera beaucoup plus pertinent euh, et tu optimiseras tes chances de mandat que si par exemple tu lui dis bah voilà on fait un mandat simple parce que s'il veut pas te faire un mandat et qu'il te dit non, bah là c'est vachement dur parce que t'as pas de entre guillemets de solution de secours. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que dans ton argumentaire toujours tu proposes les trois options, tu orientes un maximum sur l'exclu. Si c'est pas possible, tu baisses d'un cran. Et si c'est encore pas possible, tu baisses encore d'un cran. Et tu verras le nombre de mandats. Alors, à la base, surtout à la pige, parce que l'exclu est pas très compliqué à passer quand c'est un appel entrant suite à une recommandation, par exemple. Mais en tout cas, si c'est suite à une pige et que le bien n'est pas en agence, parce qu'il y a l'aspect juridique aussi. S'il y a des mandats simples, il faut les virer, les autres. Mais si vraiment c'est pas possible, ben, au moins tu te rabats tu repars par bredouille, quoi, tu vois ce que je veux dire? Et tu augmentes considérablement tes chances de faire un mandat. Tu es dans la psychologie encore. Voilà. Bon, après, donc, bah, voilà, après, du coup, il va parler. Donc, là, si là, il veut pas signer, admettons qu'il veut pas signer, il va commencer à faire des objections. Bah là, tu vas rentrer dans l'entonnoir, en fait. Tu te rappelles le traitement des objections. Ah oui, je comprends, monsieur le vendeur, mais pourquoi, finalement, sachant qu'on est là et que j'ai bien compris votre projet, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous ne souhaitez pas, finalement, me faire confiance, en réalité? Et là, il va falloir déterminer les vraies objections. Mais bon, à ce niveau-là, c'est rare, hein. Parce que n'oublie pas qu'il y a aussi un phénomène de cohérence et d'engagement. C'est-à-dire que là, tu es à une heure de rendez-vous, au moins, une heure et demie peut-être même. Et que de par ce fait, le vendeur, il est engagé quand même dans la relation. Si il ne signe pas, il va se dire, putain, ça fait une heure et demie qu'il est là, et que tu pars sans rien, donc lui non plus, finalement, il aura un peu un sentiment de mince, j'ai perdu mon temps, tu vois. Et du coup, de par le fait que là, ça fait bien une heure et demie que tu es là, il va avoir besoin de continuer l'engagement, en fait, et donc de signer, en réalité. Et il y a aussi le phénomène de cohérence, où l'être humain a besoin d'être cohérent avec lui-même. C'est pour ça que, à la pige, je dis toujours qu'il faut avoir un rendez-vous et rien d'autre, parce qu'à partir du moment où il a dit oui à la pige, finalement, ne pas avoir le mandat, c'est vraiment sur les professionnels, hein, si on fait un bon rendez-vous, évidemment, hein, bah, c'est très rare. Je ne compte pas le nombre de mandats exclus que j'ai faits, alors qu'au téléphone, il me disait ouais, je signerai pas le mandat. Bah, tout ça, ça renvoie aussi à la psychologie. C'est le phénomène de cohérence et d'engagement justement, le vendeur est engagé dans de la relation qui fait que finalement, il n'a pas non plus envie de revenir en arrière. Et ça, il faut en avoir confiance. Il faut en avoir conscience, en fait. Est-ce que Encore. par rapport à ce que tu avais dit par rapport à la demande qui n'est pas satisfaite, Mhm. on vient pour des clients qui pourraient être, enfin des prospects qui pourraient être Oui, en portefeuille, ouais, on peut quand même proposer un mandat? bien sûr. Alors, comment je faisais, moi? Bon, bien sûr, encore une fois, hein, ils reçoivent beaucoup d'appels. Il y a de fortes chances qu'il oublie pourquoi tu es venu. Parce qu'il a beaucoup d'appels. Parfois même, enfin même souvent d'ailleurs, ils oublient même avec qui ils signent des mandats. C'est pour te dire. Et c'est pas rare, hein. Alors, monsieur, aujourd'hui, vous avez mandaté combien d'agences? Oh, bah, attendez, je sais plus. Un, deux. Attends, il y a aussi le mandataire, là, trois. Ah, ben, le notaire aussi, quatre. Tu vois, parfois, ils savent même plus qui c'est. Ah, bah, je sais plus. Donc, du coup, il faut penser, voilà, le vendeur, il aura oublié ton blabla, quasiment, là, systématiquement, ou presque. Mais c'est pas grave, tu vas lui rappeler.
tu vas lui rappeler quand tu es arrivé. Donc, je vous ai appelé quand tu as fait ta présentation parce que, effectivement, j'ai ça, ça, ça. Donc, c'est bien, on va pouvoir vérifier aujourd'hui une fois que j'aurai tous les éléments, que votre bien correspond. Et au moment où tu passes ton mandat, tu vas avoir un argumentaire du style, bon, ce qui est intéressant, et pour vraiment maximiser vos chances de résultat, ce que je vous propose, ça va être de faire une communication interne et une communication externe. Donc, communication interne, c'est mon fichier de prospect interne. Ça va être les personnes avec qui je vous ai appelé. Puis, je pense pouvoir aussi vous ramener d'autres personnes à qui j'ai vendu. Enfin, je crois que tu sors un truc comme ça, mais en restant un peu dans le flou. À vérifier, hein, mais je pense pouvoir vous ramener au moins un couple de plus, maintenant que je sais tout sur votre projet. Mais la question, monsieur le vendeur, c'est bon, je vais les faire, hein, les deux visites. Par contre, si ça ne le fait pas, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on en reste là? Donc, c'est pour ça, pour optimiser vos chances, en plus de tout ce que je vous ai dit, est-ce qu'il ne serait pas pertinent finalement de faire une communication externe où je publie sur environ 120 sites pour optimiser vraiment vos chances de vendre, en fait? Il est quasi, franchement, ça m'est déjà arrivé très rarement qu'ils me disent non à ce moment-là. Et si il te dit non, eh bien, traitement des objections, entonnoir. D'accord, monsieur le vendeur. Alors, pourquoi? Racontez-moi. Vous allez pouvoir bénéficier d'une communication maximale. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, gratuitement finalement, hein, puisque c'est moi qui vais payer, puis c'est l'acheteur après qui va payer, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous ne souhaitez pas finalement optimiser vos chances de vendre? Voilà. Et tu enchaînes comme ça. Et après, il faut voir ce qu'il te dit. En fonction de l'objection, pareil, tu isoles et tu traites avec exactement la même méthodologie que la dernière fois. Et ça peut arriver, hein, mais si tu as un super rendez-vous structuré comme on l'a fait, et que vraiment tu es là pour comprendre ses besoins, cerner ses problèmes et surtout appuyer sur ses problématiques, et avec une attitude très professionnelle, tu verras que ça arrivera vraiment pas souvent. Déjà parce qu'il aura quasiment oublié et que même si ça arrive, grâce au professionnalisme, finalement, il aura peut-être pas tant envie que ça. En fait, parce que tu vas lui faire comprendre qu'il a besoin de toi. En fait, tu vas tout au long du rendez-vous lui donner plein de conseils, lui montrer que des fois il a fait des conneries, ça peut arriver, hein, sur son annonce ou lui apprendre des choses et il va dire ah lui il sait de quoi il parle. Donc du coup ouais, je vais quand même lui faire confiance. Tu vas peut-être même un petit peu lui faire peur parfois avec les acheteurs qui ne vont pas jusqu'au bout entre le compromis et l'acte. Le marketing de la peur, tu vas lui faire comprendre que il y a une partie juridique, que ça lui prend beaucoup de temps. Tu vois, il y a plein de leviers en fait. Il y a plein de leviers en fonction des problématiques. Ensuite, donc ça, c'était le R1. Donc là, bon, tu as compris que s'il disait non, on bascule sur le traitement des objections. Et s'il dit oui, bah, tu passes tout simplement à la signature du mandat dans les conditions que vous avez convenues. Et du coup, après, tu enchaînes avec les photos et tu prends congé. Sur la prise de congé, moi, ce que je te conseille de faire, c'est pour vraiment lui faire comprendre que tu es un vrai professionnel et que tu ne vas pas le laisser tomber, c'est de tout de suite, quoi qu'il arrive, en partant, tu fixes tout de suite un rendez-vous de suivi. Ok, monsieur le vendeur. Allez, on attaque, on met en route le suivi, on se revoit d'ici un mois. Bam, c'est noté dans l'agenda. Voilà. Bon, on se revoit, bon, vous savez, on se reverra sûrement avant hein, pour les visites. Mais au moins, c'est noté. Si dans un mois, quoi qu'il arrive, on n'a pas fait aboutir votre projet, j'ai pas fait aboutir votre projet, on se revoit dans un mois. Et c'est là que tu viendras faire un rendez-vous de suivi avec des comparables et éventuellement une baisse de prix s'il y a besoin. Voilà. Mais tu le fixes tout de suite. Comme ça, au moins, tu montres la qualité de ton suivi parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui le font, ça, je pense. Si le prix est trop élevé au moment du mandat, tu négocies le prix ou pas du tout? Ah oui, 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 tout à fait. Moi, je signe pas de mandat si c'est trop cher, hein. Ça, c'est clair. Donc là, on revient en arrière et on revient à l'annonce du prix. Ouais, des fois, alors, c'est au cas par cas, hein, mais si tu manies l'humour, tu fais, alors, c'est à ce moment-là qu'on se fâche, monsieur le vendeur. Combien pensez-vous qu'un acheteur va investir sur votre bien? Tu vois, tu peux la passer comme ça en rigolant, tu vois. Ça permet de détendre un petit peu quand même. Voilà. Et là, moi, ce que j'avais l'habitude de faire, et ce que je te conseille de faire, c'est, alors, monsieur le vendeur, effectivement, je vais vous donner ma fourchette. Avec tous les avantages
et les points d'amélioration. Donc, les avantages, on les a vus. C'est ça, ça, ça. Enfin, tu énumères tous les facteurs coup de cœur et les avantages et tu énumères tous les points. Alors, on ne parle pas de défauts. On ne va pas les vexer. On va parler d'objections que les acheteurs pourraient avoir ou de points améliorés. Donc, tu vas faire la liste. Alors, si vraiment c'est trop cher, tu essaies de rallonger la liste des points améliorés. Et en fonction de tous ces paramètres, monsieur le vendeur, un acheteur, il investira entre X et X. Entre X et Y. Voilà, monsieur le vendeur. Pourquoi? Parce que, voilà, il y a des biens comparables. Après, tu argumentes, hein, tu défends ton prix parce que, voilà, il y a ça, ça, ça. Il y a eu des biens qui se sont vendus similaires à tel prix, etc., etc. Tu vas argumenter sur du factuel. Tout simplement. Voilà, sur du comparable et sur du factuel. Donc, soit tu arrives à le faire sur place et tu fais un R1 et tu lui montres éventuellement des comparables sur la tablette, pourquoi pas. Soit, effectivement, au moment d'annoncer le prix, si tu sens que c'est trop cher ou que ça ne va pas le faire et que tu n'es pas à l'aise avec le R1, c'est à ce moment-là que tu dis « Allez, monsieur le vendeur, on se refixe un rendez-vous demain et tu reviens demain avec des comparables. » Au choix, les deux sont possibles. Il n'y a pas il y a pas de bon ou de mauvais choix. Bon, moi, j'essaie toujours de boucler en R1, mais si je vois que c'est pas possible, on prévoit un R2. C'est pas un problème. Mais un R2, quand même, assez rapide. On essaie de le fixer sous 48 heures, quoi. Parce que sinon, surtout si c'est tendu, bah, tu augmentes tes chances qu'il donne pas suite. Voilà. Un petit peu ce qu'on peut dire sur le rendez-vous vendeur. Et puis après, bah, après, il y a aussi une part et une part aussi d'improvisation. Hein. Là, je te donne une structure, mais il y aura toujours une part d'improvisation. Tu vois, un engagement d'action, je t'avais mis donc multidiffusion sur les portails, la publicité Facebook, partenariat avec les confrères, déroulement de la vente, accompagnement des parties, gestion du compromis, vérification de la solvabilité des acheteurs, visite et contre-visite, défense du prix. Oui, parce qu'il faut toujours bien sûr que tu lui fasses comprendre à ton vendeur que le vrai client, et ça, c'est le comprend bien, c'est que le vrai client, la personne pour qui tu te bats, c'est le vendeur et pas l'acheteur. L'acheteur, c'est monsieur le vendeur, je m'en fous de l'acheteur. Ce qui m'intéresse, c'est votre projet. Le client, c'est vous. La personne qui me fait confiance, c'est vous. La personne qui a un vrai projet, c'est vous. Le vendeur, il aura un vrai projet quand il sera chez le notaire. Avant, c'est du vent. Aujourd'hui, vous dit oui, demain, vous dit non. Il y en a même qui viennent même pas au compromis. Ça m'est déjà arrivé. Tu l'appelles la veille et le lendemain, il te pose un lapin. C'est arrivé une fois. Donc tout ce qui va être conseil juridique, fiscal, urbanisme, etc. Donc la vraie valeur de conseil. Voilà, la mise en avant vraiment de la qualité du suivi et tout ce qui te passera par la tête pour vraiment développer une relation de confiance professionnelle et cordiale. Donc, pour ça, il n'y a qu'une seule solution, c'est la communication. C'est la communication avec ton vendeur, c'est la qualité du suivi, c'est vraiment ta prestation. C'est-à-dire que la personne, elle travaille avec Mickaël, quoi. Elle ne travaille pas avec le réseau. Et c'est vraiment la qualité de ta relation et ta capacité finalement à vraiment structurer le rendez-vous, à préparer et à te synchroniser avec ton prospect. Le vrai travail est là en réalité. Parce que si vraiment tu es bon à ce niveau-là, tu seras moins confronté à tout ce qui est traitement des objections. Bon, il y en aura quasiment tout le temps sur le prix. Hein. Mais le prix, voilà, c'est... Moi, des fois, quand ils me prenaient la tête, je leur faisais... Bon, j'en veux 400 000. Ah, je leur faisais... Bon, d'accord. Bah, vous savez, autant aller à Las Vegas, je leur disais. Alors ça, voilà, tu leur fais avec parcimonie, quoi. C'est vraiment si tu le sens. Hein. Vous pouvez essayer, monsieur le vendeur. On peut essayer à 400 000, hein, mais c'est comme aller à Las Vegas. Sur des millions qui essayent, seule une poignée réussissent. Donc, est-ce que vous voulez vous en remettre à la chance ou à une vraie stratégie, monsieur le vendeur? Moi, je leur disais comme ça. Hein. Et si tu le fais avec suffisamment d'assurance, en fonction de leur projet, toujours pareil. Tu auras beau être le plus sûr de toi, si derrière, il n'y a pas de projet et que tu argumentes pas sur le projet concret du vendeur, bah,
finalement, il ne se passera pas grand-chose de plus. Ok. Mais un projet qui n'est pas un projet aujourd'hui peut en devenir un demain. Donc, attention aussi à bien cerner. Il y a des fois, tu vas faire le choix de ne pas faire de mandat. Ça m'est déjà arrivé plein de fois. Parce que vraiment, il n'y avait rien, quoi. C'est trop cher, pas de projet. Un feeling pas sans sas. Bon, là, je fais pas de mandat. Par contre, des fois, tu peux faire des mandats sachant que tu sais très bien que c'est trop cher, mais derrière, il y a un projet. Et le projet va mûrir. Donc, c'est pas grave. Tu fais le mandat, tu vas faire un super suivi et tu vas, petit à petit, au fil des semaines, amorcer ta baisse de prix. Donc, ça aussi, il y a des projets qui vont se faire, tu vois, pas de prime abord, mais plus dans un second temps, tu vois, où la personne a besoin de mûrir. Mais mieux vaut qu'elle mûrisse avec toi, avec un bon relationnel, plutôt que chez un confrère. Voilà. Est-ce que tu as des questions? Est-ce que tu utilises un book vendeur? Alors, moi, je te conseille d'en utiliser un, ouais. Ah ouais. Moi, j'avais fait des exemples de book le réseau, effectivement. Oui, un book, c'est intéressant tu peux mettre dedans un engagement d'action, tu peux mettre un petit peu les chiffres clés de ta boîte, tu peux montrer ce que tu vas faire un petit plan stratégique dans le book, montrer les sites avec lesquels tu vas publier, les réseaux sociaux, tous les outils que tu peux utiliser. Tu peux même faire un engagement d'action écrit avec plein de causes. Regardez, monsieur le vendeur, c'est noté là, je m'engage. Vous me faites confiance sur une exclue. Voilà l'engagement d'action avec tout ce qu'il y a à faire. On coche tout. Alors, il faudrait que je le retrouve. Il faudra si je l'ai là. Alors, euh, il est où? Est-ce que j'en ai un là? Non, j'en ai pas. Je ne sais plus où est-ce qu'elle est. Ah, engagement de service. Tu vois, c'est pas ça. Voilà, j'en ai un là. Donc oui, engagement d'action ou engagement de service. Je vais te montrer à l'écran. Top. Donc voilà, tu fais un engagement d'action où tu vas t'engager à faire tout ça. Alors là, j'ai vu des exemples comme ça, hein. Donc voilà, après, c'est pour ça que j'avais fait un fichier Word, hein. Tu lui fais un engagement écrit et tu lui dis que si euh, il le fait, il y a un truc que tu fais pas, eh bien, il peut résilier le mandat à n'importe quel moment, sans préavis. Et ça, c'est un bon outil pour passer l'exclu aussi. Parfait. Après, c'est pareil. Moi, je donnais pas mal de documents pour le vendeur. J'en donnais 3 ou 4. Je donnais la liste des documents qu'il fallait pour vendre, tu vois, des choses comme ça. Et puis, je mettais des croix pour le bien en question. Je donnais des recommandations pour mieux vendre aussi, tu vois, pour préparer la vente. Tu vois, je laissais les documents et je laissais ça dans une fiche cartonnée, tu vois. Et Ouais, ouais, ouais. je donnais un truc aussi, checklist, découvert, fiche, livre, je l'ai pas, voilà. Mais il y avait un truc que je donnais aussi. C'était les recommandations. Ah oui, si, c'était une fiche avec énormément de conseils qui devaient être respectés pour une visite dans de bonnes conditions. C'était les chambres sont-elles aérées? Est-ce qu'il y a du bazar? Est-ce qu'il y a des pneus dans le jardin? Enfin, tu vois, pour que vraiment la visite soit au top et titiller le coup de cœur pour les acheteurs. Ok. Voilà. Et je laissais ça aux vendeurs. Comme ça c'est intéressant parce que si tu veux, tu le sais, il y a beaucoup de gens qui disent que vu qu'on a des métiers qui ne sont pas factuels, ou c'est beaucoup de vent, en fait. On vend rien. C'est de la prestation de service. De laisser du factuel, en fait, ça permet de justifier aussi et donner du poids à ce qu'on dit, en fait. Donc, laisser une trace quand on part, oui, c'est important. Ok. Allez, on en reste là pour aujourd'hui.